Bonjour à chacune et à chacun. Alors, on va changer complètement de registre. 3 précisions pour commencer. La première, c'est que nous entendons souvent parler de Jérôme Leroyer de la Dauversière, mais pour nous, c'est Jérôme. Pour beaucoup d'entre nous, c'est Jérôme. À la Flèche, le groupe des personnes associées, c'est les amis de Jérôme. Pour d'autres personnes, c'est aussi Jérôme. Donc ça va plus vite, mais c'est plus amical. Jérôme est né en 1597 et est mort en 1659. Son temps, nous allons le voir, correspond au découpage que les historiens font généralement pour l'histoire du Canada. La troisième chose, c'est que je vais utiliser le terme Canada, Nouvelle-France dans le même sens, mais ça ne veut pas dire que j'oublie l'Acadie qui est chère à mon cœur. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon, voilà le Canada. Je vais donc décliner mon thème en 4 points. Le Canada, une réalité physique, une réalité économique, une réalité humaine et une réalité historique. Première partie, le Canada, c'est une réalité physique. Les côtes de Terre-Neuve, c'est 4000 km de distance avec notre côte à nous. Ça veut dire que c'est très loin. Montréal, quand vous partez de Nantes, c'est 5500 km. C'est un voyage de 7h30 en avion, ça se fait bien. Mais à cette époque du XVIIe, c'est 3 mois de voyage au moins, quand ce n'est pas plus. C'est très rare que ce soit moins. Les embarquements en général se font sur la Manche, Dieppe la plupart du temps, ou bien sur l'Atlantique, et puis là c'est plutôt La Rochelle. Les conditions de vie sur le bateau sont vraiment très difficiles. Il arrive souvent qu'il y ait des morts pendant la traversée, les épidémies, les tempêtes, les brumes, les brouillards, les icebergs, les corsaires, les attaques de corsaires, tout ça, c'est pas de nature à favoriser le voyage dans des bonnes conditions. Donc, vous l'avez compris, le Canada, c'est un pays très éloigné. C'est aussi un pays immense. Le Canada, aujourd'hui, c'est 20 fois la France. Le Québec, c'est 3 fois la France. Et donc, quand nos voyageurs sont arrivés, c'est petit, juste celle d'avant encore. Voilà. Quand nos voyageurs sont arrivés à Tadoussac, ici avec la flèche, nous sommes encore loin du point de chute. Imaginez l'estuaire le golfe du Saint-Laurent jusqu'à Québec, entre Québec et puis les îles de la Madeleine, c'est 600 km. Et puis après, il reste encore beaucoup de chemin. À Tadoussac, il faut changer souvent de bateau. Et c'est encore beaucoup de voyagement, comme disent les Québécois, parce qu'il faut profiter des marées, il faut profiter aussi des vents favorables. Le Saint-Laurent est orienté presque vers le nord, donc il faut avoir les vents favorables pour revenir vers Québec et ensuite aller vers Montréal. Les Amérindiens avaient l'habitude de dire que c'était le chemin qui marche, parce qu'il est souvent, c'était le seul, c'était l'autoroute de l'époque, hein, on utilisait les canaux, les bateaux, et il n'y avait pas de voie par terre pratiquement, sauf pour les Amérindiens qui connaissaient certains passages, mais c'était plus rapide d'y aller en canot. Donc, ça vous donne une idée de l'ensemble de l'arrivée qu'on peut faire. Ensuite, on va voir que nos jésuites, quand ils étaient arrivés à Three Rivers, à 3 rivières, pouvaient aller facilement à la baie Georgienne. Donc on peut très bien partir de Montréal, mais pour aller de Montréal jusqu'à la baie Georgienne, comme vous le voyez, c'est 20 à 30 jours de canot et c'est 800 miles, 600 km. Ça prend du temps et beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Donc Montréal est bien situé. On va voir aussi que Montréal permet d'atteindre facilement le sud. Voilà, donc Montréal, Sorel, Montréal, par le Richelieu, on atteint facilement le lac Champlain. Bien sûr, il ne s'est pas toujours appelé le lac Champlain. Les Amérindiens l'appelaient le lieu entre les deux nations, puisque d'un côté, on verra, ça sera à gauche les Iroquois et à droite les Abénakis. Et par cette voie, on peut atteindre facilement Albany, puis ensuite New York. Et puis il y a aussi, je n'ai pas mis de photo, la possibilité d'aller vers la baie James, la baie d'Hudson, et là c'est encore 1000 km. Donc 600 km pour aller vers l'ouest, ici 800 km pour aller jusqu'à l'Atlantique vers New York. Pour le nord, c'est 800 km à 1000 km, et puis on l'a vu pour l'arrivée, c'est pas mal. Mais on voit à travers ça que Montréal est une plaque tournante, c'est un carrefour. Donc le Canada, c'est un pays immense, vous le comprenez. C'est aussi un pays au climat rigoureux, bien que situé
entre le 45e et le 47e parallèle, donc c'est à peu près la position de Nantes et de Bordeaux. On a un climat qui est loin d'être océanique, c'est un climat continental, les hivers sont rigoureux, et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à les supporter, et les premiers Européens avaient souvent le mal de terre. Ça veut dire qu'en fait, ils ne savaient pas comment combattre les effets de l'hiver. Donc, ils prenaient souvent la maladie qu'on appelle le scorbut, jusqu'au moment où ils ont rencontré des Amérindiens qui leur ont donné les plantes nécessaires pour avoir la vitamine C et pour faire face à ces difficultés. L'hiver est dur, mais l'été n'est pas moins dur, avec les maringouins, les bibites et autres mouches noires. Il faut supporter. Alors, donc le Canada, c'est un pays éloigné, c'est un pays immense, c'est un pays au climat rigoureux. Vous allez me dire, ce n'est pas propre au XVIIe, c'est toujours vrai, mais l'homme s'est adapté à ces conditions physiques. Deuxième partie, la réalité économique. Quand les premiers Européens sont arrivés là-bas, ils ont été étonnés par la beauté des paysages, certes, par le grand nombre d'espèces végétales, mais aussi par leur abondance. J'ai mis cette photo parce que là ce sont des oies sauvages, mais à l'époque il y avait un oiseau qu'on appelait la tourte et c'était le même effet. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai pour les oiseaux, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres espèces et aussi pour la morue. Alors, tout ça pour dire, on va le découvrir, que les Indiens ont voué un profond respect pour la nature. Alors la morue, ça va nous faire sourire parce que ça nous fait penser à différentes choses pour nous. Ce sont les pêcheurs normands, les Basques, les Bretons qui sont venus pêcher la morue dans les premiers temps sur les bancs de Terre-Neuve. Alors il y avait deux possibilités, soit ils pêchaient la morue puis ils la salaient sur le bateau puis ils repartaient et la morue restait verte, ou bien il y avait possibilité de pêcher la morue puis de débarquer dans un havre de Terre-Neuve, Labrador et de la faire sécher. Alors morue, vous savez pourquoi? C'est qu'il y avait, l'Église avait institué à cette époque-là 150 jours de jeûne par année, donc il fallait trouver un moyen de contourner ces affaires-là. Le fait de débarquer sur les côtes, ça permettait d'entrer en contact avec les personnes qui habitaient dans ces lieux-là. Et les pêcheurs ont pris souvent en contact avec les Premières Nations amérindiennes, c'était souvent les montagnais qui étaient dans ces zones-là, et il y a eu des échanges qui se sont créés. Mais quand vous vous rendez compte qu'en échangeant, vous récupérez une matière première qui vaut plus que le poisson, vous finissez par abandonner la pêche de la morue pour faire de la traite de la fourrure. Et petit à petit, il va y avoir des échanges qui vont se faire et des gens qui vont se spécialiser dans la traite de la fourrure. Et c'est comme ça que nous voyons Tadoussac, là, une vue de maintenant, mais ça donne un petit peu une idée de comment ça pouvait être, l'entrée du Saguenay, du fjord du Saguenay. Et un premier poste de traite s'est établi là. On a entendu pas mal de missionnaires qui sont passés par Tadoussac. C'était un point de passage obligé. Ensuite, Tadoussac ayant été fondé, on va découvrir un homme, Samuel de Champlain, qui va avoir un grand rôle dans ce développement, dans cette exploration du Canada. Alors, Samuel de Champlain, c'est un personnage à lui tout seul, un personnage de roman. Il est né à Brouage, en Saintonge, entre 1567 et 1574. Personne n'est trop sûr de sa date de naissance, mais sa carte de visite est impressionnante. Imaginez-vous, navigateur, explorateur, cartographe, géographe, chroniqueur, commandant, colonisateur, évangélisateur, commerçant, on pourrait rajouter soldat et on pourrait rajouter d'autres choses. Il part pour la Nouvelle-France en 1603. C'est lui qui est à l'origine de la fondation de Québec, le 3 juillet 1608, et puis il avait vécu déjà une première expérience en Acadie, dont on a parlé hier. En 1611, il fait un passage à Hochelaga, à Montréal, où il se rend compte que les prairies sont abondantes, le poisson n'y manque pas et les animaux sont innombrables qui peuvent servir de gibier. Il fonde là un tout petit fort qu'il nomme Place Royale. En 1615, Champlain poursuit son exploration. Il va toujours plus vers l'ouest, suite à la carte qui vous a été montrée tout à l'heure. Vous voyez le lac Huron et la baie Georgienne où ça peut se situer. Et donc il a l'idée
d'établir une colonie jusqu'à cet endroit-là. Donc ça fait un bout de chemin. Si vous additionnez les distances, on est très très loin vers l'intérieur. Et puis, il a des contacts durables avec les Hurons et puis les Montagnais. Et puis, ce sont des nations amérindiennes qui sont fournisseurs de fourrure. Alors, sous l'influence de Richelieu, la compagnie dite de la Nouvelle-France, où des centres associés voient le jour. Les buts, plutôt au pluriel, c'est de coloniser la Nouvelle-France, c'est-à-dire assurer le peuplement et favoriser l'agriculture. C'est aussi de contrôler le commerce et d'évangéliser les sauvages. Bon, il y a eu une petite coupure, on n'en a pas parlé, mais les Anglais ont repris le contrôle entre 1629 et puis 1632 avec les frères Kirk. Le 4 juillet 1634, c'est au tour de Trois-Rivières d'être fondé par un certain Monsieur de la Violette. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est assisté du père de Brébeuf et d'Antoine Daniel et du chef algonquin capitanal. Donc Champlain va finir par mourir le 25 décembre 1635 à Québec. Il est considéré comme beaucoup comme le père fondateur du Canada. La fourrure maintenant. Voilà, nous sommes à la Chine, musée de la fourrure. En Europe, au XVIIe siècle, il y a trois grandes puissances qui s'affrontent. Il y a la Hollande, l'Angleterre et la France. C'est étonnant de voir que la Hollande n'a qu'1,5 million d'habitants. L'Angleterre, 5 millions, et la France, 20 millions, le siècle de Louis XIV. Mais c'est la Hollande qui est maîtresse du commerce mondial. Sa flotte de mines, les mers et ses produits sont concurrentiels. Cependant, ce sont les Français qui entrent en position de force dans le commerce des fourrures. En Europe, ce sont les Hollandais qui contrôlent le commerce des fourrures et donc ne laissent pas les Français longtemps seuls dans cette activité. Et en 1609, c'est la Nouvelle-Hollande qui est en train de naître. Elle va vite être concurrencée aussi par la Nouvelle-Suède et surtout par la Nouvelle-Angleterre qui bénéficie d'un peuplement galopant, on peut le dire, 20 000 colons en quelques années et autant en Virginie. Et la rivalité commerciale est donc très forte. Les Hollandais s'allient aux tribus riveraines de l'Hudson, dont j'en parlais tout à l'heure. Là où vous voyez New York, toute cette zone-là, c'est une zone qui était occupée par les nations iroquoises. Ces Iroquois sont devenus, alors là, il y a de la discussion dans l'air possible, sont devenus les ennemis mortels des Français depuis l'expédition qui s'est passée à Ticonderoga, que vous voyez au plein cœur. Où Champlain, poussé peut-être par certaines nations amérindiennes, a fait le coup de main contre les Iroquois en utilisant des moyens modernes, donc les arquebuses, et de nombreux Iroquois ont été massacrés. Alors y aura-t-il des souvenirs de vengeance ou de haine? Bref, la Hollande va pratiquer ensuite la traite en utilisant des bas prix, en utilisant les armes, en vendant des armes aux Amérindiens, et puis en utilisant aussi la vente d'alcool, l'eau de feu, qui faisait que les Amérindiens étaient dans un état second. Mais ces tribus amérindiennes, qui sont-elles? Quels sont leurs liens, leurs lieux de vie? Et les Français, dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent, finalement, qui sont-ils? Combien sont-ils? Quelles relations existent entre les deux? Alors j'utilise le mot sauvage, le mot indien, amérindien de la même façon, maintenant on dit autochtone. Avant l'arrivée des Blancs, l'Amérique du Nord est partagée entre deux principaux groupes ethniques, deux grandes familles bien distinctes. Alors la famille algonquienne et la famille iroquoienne. La famille algonquienne, ceux qui sont de cette famille sont en général des semi-nomades. Ça veut dire qu'ils chassent, ils pêchent, ils cueillent, mais ils cultivent de manière élémentaire du maïs, des haricots et des courges. Alors la carte que vous avez devant les yeux nous permet de voir où sont situés les Abénakis, là en plein milieu, les Micmacs quand vous allez du côté des maritimes, du Maine. Et puis nous avons un troisième groupe, les Montagnais, mais qui ne figurent pas sur cette carte-là, ce serait plus du côté de la Basse-Côte-Nord. Et puis les Algonquins, qui sont plutôt du côté gauche.
Donc Abénaquis, Micmac, Montagnier, Algonquin, ce sont la famille algonquienne. Ils ont un point commun, qu'il est important de signaler, c'est leur amitié indéfectible avec les Français. Et il ne faut pas oublier de dire que ces nations amérindiennes sont régulièrement en guerre avec leurs voisins. Tout ça pour dire qu'ils n'ont pas attendu qu'on arrive pour se mettre en guerre. Ils étaient déjà plus ou moins en guerre à cette époque-là. Maintenant, la famille iroquoienne, vous avez là une maison longue, elle est semi-sédentaire, plus homogène. Ses membres vivent dans ces sortes de maisons, entourées de palissades. On voit un peu à droite et à gauche ces fameuses palissades. Et pour se protéger. Ce sont des sociétés matrilinéaires. Ça veut dire que la transmission familiale se fait de mère en fille. Son territoire maintenant. Voilà. Autour des lacs Erie et Ontario, les grands lacs, là que vous voyez plutôt à droite pour les 5 grands lacs, et une partie du lac Huron, on trouve les 6 confédérations. Alors je vais les citer. Les Hurons, les Pétins, c'est ce que vous avez plutôt en rose, les neutres, les Herriers, les Susquehannock et les Iroquois. Cela montre que les Hurons appartiennent donc à la même confédération que les Iroquois. Bon, je ne développe pas le mot Huron, on verra tout à l'heure un Amérindien et puis ça vous parlera davantage. Mais ce qui est intéressant sur cette carte, c'est l'avant, oui. Sur cette carte, c'est de voir l'emplacement, quand on parle de Sainte-Marie-aux-Hurons, du lieu d'évangélisation des pères missionnaires Hurons, voilà l'espace qu'ils occupaient principalement. Donc là, le petit lac, c'est un petit lac à côté du H, c'est le lac Simcoe, puis de l'autre côté, c'est le lac Huron, mais principalement la baie Georgienne. Ça ne fait que 55 km par 30 km, donc c'est tout petit, mais ils étaient 20 000 répartis là, en une vingtaine de villages. Bien sûr, c'est le groupe que nous connaissons le mieux grâce aux relations des Jésuites. Alors maintenant, voyons leur aspect physique. L'Indien fait figure d'athlète aux yeux des Européens. Bon, je pense que là, c'est parlant. Qui sont émerveillés par sa puissante musculature. Il est endurant, l'Indien est endurant, agile, il peut parcourir 50 km par jour, possède une vue excellente, une ouïe parfaite, son profil est impérial, son teint basané, il se m'attache souvent. Là, il n'est pas m'attaché, ça veut dire qu'il n'est pas avec des tatouages. L'Indienne aussi se m'attache, elle fait grand cas de sa coiffure, ses maternités, les travaux domestiques et la culture de la terre, parce que c'est elle qui doit cultiver la terre, la vieillissent prématurément. C'est elle qui cultive la terre, les hommes, eux, s'occupent de la chasse, de la pêche et de la guerre. Aspect moral, je vais m'arrêter un petit peu sur cet aspect moral, parce qu'il y a des vertus que nous connaissons, d'autres plutôt, on ne peut pas dire de cela que ce seront des vertus. Mais la vertu la plus importante est très certainement la maîtrise de soi, l'impassibilité, la constance du caractère. L'Indien ne se plaint pas, il reste stoïque, il est aussi ardent à la vengeance, il est capable d'amitié. Il peut tout risquer pour venir en aide, pour secourir. Il peut faire preuve aussi de compassion envers ceux qui souffrent, qui sont dans la peine, qui sont exténués. On peut mettre en parallèle les martyrs des jésuites. Il respecte la vieillesse. Il a un grand sens de l'hospitalité. Il partage tout. Celui qui va amasser des biens, devenir riche et méprisé. La vie sociale repose sur une culture du partage, de l'échange et du don. Et cette règle du don assure l'ordre et la paix et rend impossible la concentration des richesses. Il n'y a pas de pauvres chez eux. Observons maintenant les liens qui existent entre toutes ces tribus. Les Hurons sont d'ingénieux agriculteurs et de brillants commerçants. Leur territoire, c'est le grenier des tribus de l'Amérique du Nord-Est. Imaginez-vous que le taux de rendement du blé d'Inde sur les meilleures terres atteint les 200 pour 1. En France, à cette époque-là, dans les mauvaises années, les rendements céréaliers, c'est du 1 pour 1, et quand c'est une bonne année, c'est du 6 pour 1. Alors là, je vais mettre un clin d'œil. Ils cultivent les 3 sœurs. Ils cultivent les 3 sœurs, ils sont ingénieux. Ça veut dire qu'ils font pousser du maïs, qui sert de tuteur à la culture des haricots,
Et puis, ils cultivent aussi les courges, parce que les courges, ça maintient le sol dans un état d'humidité. En échange, ils reçoivent des fourrures, de la viande, des esclaves. Les Hurons se trouvent à la jonction des grands réseaux de traite. Ils développent de ce fait des relations de commerce de plus en plus étroites avec les Français, notamment entre 1632 et 1649, grâce notamment aux missionnaires jésuites. Mais les Iroquois de 1639 à 1649 ne vont pas cesser de guerroyer contre les Hurons pour prendre le monopole de la traite des fourrures au bénéfice des Hollandais. Et les quelques 300 Hurons qui resteront, ils finiront par échouer dans la région de Québec. Ils auront été quasiment exterminés, mais bon. Deuxième, après les sauvages, les Français. Leur nombre. Alors là, les historiens ne sont pas toujours d'accord, mais on peut regarder les rapports mais il va mourir rapidement. Et il faudra attendre 1634 pour en voir arriver d'autres, des cultivateurs qui viendront de la région de Mortagne-au-Perche, avec notamment un certain Robert Giffard, lui aussi médecin et apothicaire. Il y a de nombreuses paroisses sur le bord du fleuve qui portent des noms en lien avec cette arrivée de colons. Beaupré, l'Ange Gardien, Beauport, etc. Maintenant, les missionnaires, alors là je vais passer vite parce qu'on en a entendu souvent parler, mais la Nouvelle-France est vraiment née sous le signe de la religion. Jacques Cartier qui plante une croix à côté de Gaspé, là, on ne sait jamais à quel endroit il a été pour planter la première croix, mais il en a planté une sûrement. Puis Champlain qui continue l'œuvre les Champlain qui continuent l'œuvre pour qui s'établir en Nouvelle-France est le seul et unique moyen d'y faire reconnaître le nom du vrai Dieu et d'y établir la religion chrétienne. Au cours des guerres indiennes qui vont aboutir à la destruction de la Huronie dont je viens de parler, les jésuites vont payer aussi un lourd tribut, nous en avons entendu parler, aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Alors là, je ne vais pas manquer l'occasion de dire qu'ils ont été déclarés saints en 1930. Ce sont donc les saints martyrs canadiens, mais ils mériteraient d'être tous cités. Souvent on cite seulement un. Alors on a vu juste avant Saint Isaac Jogues, mais il y a Isaac Jogues, Isaac Jogues, on voit que ses mains ont été mutilées. Isaac Jogues, Antoine Daniel, Jean de Brébeuf, Gabriel Lallemand, Charles Garnier, Noël Chabanel. Ces six-là étaient des prêtres, mais les autres étaient des donnés. René Goupil et Jean de Lalande. Maintenant, les coureurs des bois. On n'en parle pas souvent dans les colloques universitaires, mais les coureurs des bois ont aussi tenu une grande place dans l'histoire du Canada, à côté des colons et des missionnaires. Bien sûr, ce n'est pas un groupe qui est très nombreux, mais leur vie nomade va créer un certain nombre de liens. Ils ont une proximité étroite avec les Indiens, surtout avec les Indiennes. Ils vont là vivre en permanence pour le commerce des fourrures, mais pas seulement. Ils cherchent aussi à fuir les contraintes de la vie sociale et religieuse. Ils ont une fascination pour l'indépendance et l'aventure, et ils apprennent facilement les langues. Et donc, ils vont beaucoup servir de truchement, comme on disait à l'époque, d'interprète. Merci. Alors, leur histoire montre qu'à cette époque-là, il était plus facile de faire des sauvages des Français que l'inverse. Oups. Alors, maintenant, le Canada, une réalité historique. Là, je vais passer vite, c'est-à-dire que je vais plutôt m'appuyer sur les photos que vous allez découvrir. L'événement du 2 février, c'est Notre-Dame du Chef du Pont, c'est la mission divine que reçoit Jérôme. Il a 33 ans. Et puis, ça va être confirmé en 1635. Fondation de la Société de Notre-Dame du Montréal, 1639 avec Jean-Jacques Ollier, puis l'acquisition de la ville de Montréal, l'acquisition de l'île de Montréal, 1640. C'est un bas-relief qui est sur la place en face de la basilique Notre-Dame. Un personnage important, tout le monde le reconnaît. Maisonneuve. Maisonneuve, il est né à Neuville-sur-Vanne. Nous avons ici présents des gens de Neuville-sur-Vanne, que nous saluons. Et c'est lui qui va s'occuper des choses du dehors, comme dit sœur Nicole Bussière.
le chef idéal qui était cherché. Jeanne Mance qui va s'occuper des choses du dedans. Nous avons ici le président de l'association Langres Montréal, qui va donc s'occuper des choses du dedans et puis qui sera aidé par Madame de Bullion. Quand Jeanne Mance rencontre Jérôme, Jérôme lui dit « Il est vrai que je suis certain que ceci est l'œuvre de Dieu et qu'il le fera, mais comment? Je n'en sais rien. » La première recrue qui part du port de La Rochelle, dans 2 bateaux séparés, Jeanne Mance sur l'un, Maisonneuve sur l'autre. Jeanne Mance va mettre 3 mois, Maisonneuve, avec des faux départs, va mettre 4 mois pour faire le voyage. Ensuite, comme ils sont arrivés trop tard, il faut hiverner à Québec, et donc M. de Puiseaux va les accueillir. Puis il y a eu une petite discussion avec le gouverneur Charliot de Montmagny, et c'est ces paroles de Maisonneuve qu'il est intéressant de lire. « Il est de mon honneur d'accomplir ma mission. Tous les arbres de l'île de Montréal devraient-ils se changer en autant d'Iroquois ?» Il faut une reconnaissance rapide en 1641, et puis ils se rendent compte à l'automne 1641, ils reconnaissent que Montréal est une île inhabitée en 1641, couverte de très belles forêts, le bois ne manquera pas pour les constructions et le chauffage, et la terre semble fertile. Notons qu'en février 1642, c'est là qu'est donné le nom de Ville-Marie. L'île est consacrée à la Sainte Famille. On arrive à la fameuse date, là c'est un vitrail qui est dans la basilique Notre-Dame à Montréal, sur le samedi, je dis bien samedi 17 mai 1642, parce qu'on entend 16 mai, 18 mai, 17 mai, je présume que c'est sûrement le samedi, mais si on dit 18 mai comme c'était un dimanche, je présume aussi que la fête devait être plus belle le dimanche qu'un samedi, célébrée par le père Barthélemy Vimont. Donc c'est la première étape qui s'achève, mais le contrat de Jérôme n'est pas encore rempli, lui qui est resté à des kilomètres et des kilomètres. Nous poursuivons. Les rapports avec les Amérindiens sont très bons, comme je vous l'ai dit, on le savait par les relations des Jésuites. Là c'est 1636, il faudrait faire plutôt référence à la relation de 1643. L'acte de fondation de l'hôpital Saint-Joseph de Ville-Marie, voilà l'hôpital, c'est peut-être un petit peu... Bon, 1644. Et en 1645, cet hôpital en pierre est appelé la maison de Mademoiselle Mance. Les années difficiles arrivent. L'hôpital où travaillait Mademoiselle Mance. Les années difficiles, eh bien, quand on arrive dans les années 1650, 1651, la question est posée, est-ce que la colonie religieuse, Ville-Marie, ne va pas s'éteindre? C'est alors que Maisonneuve passe en France pour régler les affaires de sa famille. Et son idée est de revenir avec 200 hommes. S'il revient avec moins de 100, il ne repassera pas en Nouvelle-France. Et tout sera fini. Et donc, Maisonneuve et puis Jérôme vont procéder au recrutement d'un certain nombre de colons. Beaucoup sont originaires de la région. Nous allons voir que 1653, sur le bateau qui part avec tous ces colons recrutés, se trouve Marguerite Bourgeois, née à Troyes en Champagne, qui va fonder la congrégation de Notre-Dame. Je passe à très vite aussi. Après, c'est la 1657, l'arrivée des premiers sulpiciens, Jean-Jacques Ollier, que vous reconnaissez. Et on arrive là maintenant à 1659. Là, j'aime bien cette époque-là, j'aime bien ce temps-là, ce moment-là de l'histoire. Je pense que c'est une... je vois que mon temps est écoulé, mais je suis presque fini. C'est un résumé de l'histoire de l'Église du Canada. De Montréal peut-être, on pourrait plus dire de Montréal, mais on pourrait aussi élargir. À savoir que sur le bateau qui part avec les 3 premières religieuses hospitalières de Saint-Joseph, vous avez 2 sulpiciens, vous avez Jeanne Mance, et vous avez aussi Marguerite Bourgeois, la congrégation Notre-Dame, donc la compagnie de Saint-Sulpice, et puis aussi la congrégation des religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Le voyage va être rude. Alors ça, j'oublie, Jérôme est en train de les bénir, et puis ensuite il rentre chez lui, puis novembre. Les 3 sœurs donc, vont mettre 10 semaines, c'est assez raisonnable pour atteindre Montréal. Et puis, 1660, premier bateau qui arrive.
Le courrier qui est vite arrivé, enfin vite, les gens quand ils voyaient arriver le premier bateau, ils avaient première volonté, c'était de récupérer le courrier qui était dans les cales, et puis un courrier, je crois que c'est le baron Pierre Chevrier, baron de Francan, qui écrit au père Chaumonot pour annoncer la mort de Jérôme Leroyer. Alors ma conclusion. Au cours de cette période, l'objectif principal de nombre de compagnies, il ne faut pas se le voiler la face, hein, c'était le commerce lucratif des fourrures. La foi, ouf. Mais cette volonté a eu des conséquences importantes. D'abord, elle a ravivé la guerre entre les nations amérindiennes, exterminé les Hurons, qui ont payé un prix fort. Ensuite, la volonté de rechercher toujours plus des fourrures a eu un effet sur la nature. Ça a contribué à la destruction de la nature dans une certaine zone. Il y avait plus tous les animaux avaient disparu. Il fallait toujours aller plus loin pour en faire, dans les conditions qu'on sait. Enfin, le pouvoir royal, et c'est là que je dis que le temps de Jérôme correspond à un temps de l'histoire du Canada, c'est-à-dire que 1663, la Nouvelle-France va devenir une province royale, et puis la France va mettre la main sur ce coin-là. En 1663, on compte presque 3000 personnes de souche européenne en Nouvelle-France, et alors le parallèle, la Nouvelle-Angleterre, 33 000. Et à ce jour, les Canadiens sont 36 millions. Ça vous donne aussi un... Si la Fondation de Québec et de Trois-Rivières est due au départ à la volonté d'installer un poste de traite, il n'en est rien pour Ville-Marie. Là, on touche au divin, et Jérôme y aura participé activement toute sa vie sans y avoir été. Alors je voudrais finir en ayant une pensée particulière pour Madame Nicole Aubom-Sawin, qui est une anthropologue, muséologue abénakise, elle est militante écologie, consultante autochtone, elle travaille à Odanak dans un cégep, elle est aussi ethnologue. C'est une abénakise que j'ai rencontrée l'été dernier, puis qui m'a éclairé sur un certain nombre de points. Et elle a participé à un film documentaire qui est sorti l'été dernier, qui s'appelle L'Empreinte. C'est un voyage au cœur de notre identité. Un certain nombre de Canadiens se rendent compte que dans leurs racines, mais s'il y a des racines françaises, il y a aussi des racines amérindiennes, et remettent à leur place leurs racines amérindiennes. Deuxième chose, ceux qui veulent en connaître davantage sur Montréal en vue du 375e, je les invite à consulter le blog Ville-Marie Express d'un ami qui s'appelle Gilles Guy. Enfin, quand les Amérindiens se rencontraient, avaient des décisions importantes à prendre, ils faisaient un conseil. Alors, vous savez, chez les Amérindiens, c'est famille, tribu, nation, confédération. Ils faisaient un conseil de bande. Et toutes les personnes qui voulaient s'exprimer pouvaient le faire. Il y avait une seule règle. Celui qui parlait n'était pas dérangé. Ça a bien fonctionné. Et celui qui parlait finissait toujours par son intervention en disant « J'ai dit ». Je vous remercie de votre attention.